Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc pour discuter du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier, que j'ai trouvé très intéressant personnellement. Beaucoup d'affiches qui me plaisent, soit qui portent on va dire la promesse d'un certain spectacle, soit qui sont carrément inédites, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des compétitions européennes, soit les deux en même temps, encore mieux. Donc plutôt inspiré par ce tirage, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais plutôt que de faire une prévisualisation complète des rencontres, plutôt que de se projeter sur le rapport de force potentiel, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, je trouve qu'à 2 mois des rencontres en elles-mêmes, c'est un exercice assez périlleux, et on aura bien le temps de se pencher là-dessus. Plutôt que de faire ça, je vous propose une sorte de hiérarchisation, une forme de typologie des rencontres et des affiches qui me plaisent le plus. Alors, j'ai commencé par la catégorie, la catégorie qui m'inspire, mais pas tant que ça. On va dire où j'ai mis 3 rencontres, et la première d'entre elles, c'est Juve-Porto, pour plusieurs raisons, mais disons simplement que c'est pas les projets collectifs qui m'intéressent le plus. On en a un d'un côté, celui de la Juve qui est encore relativement peu mature, c'est pas pour dire que les résultats récents sont mauvais, parce qu'ils le sont pas du tout, mais je crois que c'est assez normal, un nouvel entraîneur arrive, ça prend du temps avant d'être véritablement séduisant, on sait pas si ça le deviendra un jour, mais non seulement il y a cet élément-là, quand je vois la Juve, je vois pas une équipe très intéressante, qui propose quelque chose d'extrêmement riche, varié, complexe, intéressant, donc, et c'est pas non plus une équipe qui nous a prouvé par le passé, ou en tout cas sur les dernières années, qu'elle mérite un titre ou un rang d'équipe à suivre absolument, que ce soit en Europe ces dernières saisons, que ce soit même en Italie, où c'était pas l'équipe italienne la plus séduisante malgré ses titres. La Juve reste un peu en deçà de mon point de vue, et j'attends qu'elle me prouve véritablement sa beauté, sa richesse, contre un Porto qui est une équipe solide, mais pas particulièrement flamboyante non plus, alors qui reste sur de bons résultats en Ligue des Champions, qui n'a pas encaissé de but depuis la première journée, mais voilà, qui est surtout avant tout solide, qui porte la marque de son entraîneur, Sergio Conceição. C'est un match que j'en regarderai au moins une partie en différé, mais sans doute pas en direct, et sans doute pas avec l'intérêt le plus prononcé. Disons que si cette affiche était un étudiant, un élève, je lui mettrais sans doute la mention « doit faire ses preuves », en attendant d'être véritablement séduit. Alors c'est à peu près la même chose pour Dortmund-Séville, pas un très grand Séville cette saison, 5ème de Liga, seulement 13 buts marqués sur les 11 premières journées. On les a connus plus spectaculaires, plus enthousiasmants, ça a été une équipe véritablement à suivre ces dernières saisons, mais pour l'instant ça allait un peu moins, donc petit bémol de ce point de vue-là. Et Dortmund, c'est assez spectaculaire, mais ça l'est souvent à leur insu. On l'a vu ce week-end contre Stuttgart, défaite 5-1, qui a coûté le poste de Lucien Favre, et alors justement le remplacement de Favre par son assistant devenu intérimaire Edin Terzic, ça pourrait fournir pas mal d'intérêt narratif. Il espérera renverser la situation, renverser la tendance. Dortmund, ça reste aussi naturellement une des équipes à suivre de la saison, je les avais placés assez haut dans ma liste en début d'année, parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs, tellement de jeunes pépites à surveiller, que même d'un point de vue individuel, si collectivement ça brille un peu moins, d'un point de vue individuel, il y a toujours des coups d'éclat potentiels à surveiller, donc voilà, mais pour l'instant, c'est pas non plus le match qui me hype le plus. Et donc la dernière rencontre que je mettrai dans cette toute première catégorie, c'est Lazio-Bayern. Alors avec un petit bémol à apporter tout de suite, au moins d'un point de vue historique, c'est une campagne intéressante à suivre pour la Lazio. Sa dernière accession à un tour à élimination directe de Ligue des Champions, c'était en 99-2000. Sa dernière participation tout court à la Ligue des Champions, c'était en 2007-2008. Donc forcément, cette campagne porte un certain saut historique, et ne serait-ce que pour ça, bon, on va dire qu'il y a un certain intérêt narratif à suivre la Lazio. Il y a aussi le fait que cette équipe a pris 4 points sur 6 contre Dortmund en phase de groupe, que le Bayern roule un peu moins fort ces dernières semaines, une seule victoire sur leurs 4 dernières rencontres de Bundesliga, bon, aucune défaite, une seule victoire, 3 nuls, mais aucun clean sheet aussi sur leurs 6 derniers matchs de Bundes, 2 seulement sur les 10 ou 11 premières journées, donc voilà, une équipe qui roule un peu moins fort, un peu plus friable derrière, et puis il y a simplement le fait que dans quelques semaines, on ne sait pas où ces équipes en seront physiquement. Pour le Bayern, ça va être la toute première fois, alors depuis très longtemps en tout cas, qu'il n'y a pas de vraie trêve hivernale en Bundesliga. Alors ils jouent demain contre Wolfsburg et samedi contre Leverkusen, déjà ces 2 matchs ça va être assez intéressant à suivre. Mais ensuite, il y a une semaine de vacances, et puis ensuite on reprend tout de suite l'entraînement avant de rattaquer les matchs le 3 janvier, généralement en Bundes avec la saison à 34 matchs, et il y a davantage de trêves.
Là non, donc les organismes pourraient être un petit peu en difficulté. Kimmich devrait revenir, ce qui est un vrai bon point pour le Bayern. Mais voilà, ça pourrait être un affrontement un petit peu plus équilibré, un peu plus serré que prévu. Après, pour moi, le Bayern reste en ce moment la meilleure équipe d'Europe, avec Liverpool en tout cas, et normalement devrait s'imposer. C'est sans doute sur le papier l'affrontement théoriquement le plus déséquilibré, donc c'est quand même pour ça que je le mets dans cette catégorie. Alors du coup, la suite et ce groupe, pourquoi pas? Et déjà, pourquoi pas Atlético-Chelsea, forcément sur le papier, ça sonne bien. Si on devait catégoriser les différents clubs européens en différents rangs, rang 1 avec les méga clubs Bayern, Barça, Real, PSG, etc. Rang 2, bon, Dortmund, Séville, certains clubs qu'on a évoqués. Rang 3, des Lazio et puis d'autres clubs qui sont même pas qualifiés. Sans doute dans le rang 3 que je mettrais mon Noël, ce genre de club. Atlético-Chelsea, on a sans doute deux clubs de rang 1,5, c'est deux équipes et deux formations qui aspirent à retrouver leur titre de prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions, qui étaient dans cette catégorie il y a quelques années, qui l'ont progressivement vu s'éloigner. Donc voilà, c'est déjà sur le papier un choc intéressant, relativement équilibré, mais qu'on espérerait voir un petit peu plus riche et spectaculaire que ce que ça risque d'être. L'Atlético en début de saison l'Atlético de Simeone semblait mettre un peu d'eau dans son vin, porté notamment par un Joao Félix qui sur la phase de groupe de Ligue des Champions a été vraiment spectaculaire, vraiment étincelant. Je vais essayer de rallonger un peu cette phrase pour vous montrer le plus d'images possible, en espérant ne pas être striké par l'UEFA, mais franchement il a eu quelques moments de très très haut niveau, donc ça c'était un peu la promesse de ce début de saison. Depuis ça s'est relativement étiolé. Alors l'Atlético reste dans une posture intéressante en Liga, où ils sont deuxième à égalité de points avec la Real Sociedad, avec 2 matchs en retard, donc un début de saison carrément encourageant, mais qui a été un petit peu terni par ce revers week-end dernier contre le Real Madrid, où la production a été extrêmement pauvre et où on s'est rapproché d'un Atlético extrêmement attentiste, fermant le jeu, donc pas nécessairement ce qu'on a envie de voir. Du côté de Chelsea, alors je dirais pas que c'est la même chose, mais malgré l'arsenal offensif spectaculaire, bien renforcé cet été, malgré un départ encourageant et plusieurs bonnes performances, je crois qu'il y a encore une maturité collective assez faible, en tout cas d'un point de vue offensif et en tout cas contre les gros. Cette saison, toute compétition confondue, il y a déjà 5 matchs sans marquer de but, 0-2 contre Liverpool en début d'année, 0-0 contre Tottenham, 0-0 contre Séville, 0-0 contre United, et puis le week-end dernier, défaite 1-0 à Everton, à Goodison Park. Donc tout ça nuance un peu l'intérêt premier qu'on peut avoir pour ce match. Il sera disputé. Est-ce qu'il sera spectaculaire, intéressant? Ça, c'est une autre question. Et du coup, en parlant de questions, la deuxième rencontre de cette catégorie, c'est Gladbach City, que je trouve vraiment intrigante de plusieurs points de vue. Déjà parce que City a toujours autant de choses à prouver en Europe, reste sur un revers assez mémorable la saison dernière, et globalement sur les tours à élimination directe de Ligue des Champions, on attend plus, on attend mieux. Un City qui a démarré la saison pourtant assez piano, assez lentement, qui s'est bien repris récemment, mais qui n'a pas été spectaculaire non plus ce week-end contre Manchester United, c'est un euphémisme de le dire, qui est assez solide derrière, 5 ou 6 matchs toutes compétitions confondues sans encaisser, mais qu'on attend plus séduisante encore. Peut-être un projet collectif qui pour le coup est tellement arrivé à maturité et qu'il commence à pourrir un peu. On ne sait pas vraiment à quel point Guardiola peut redonner de l'énergie, de l'enthousiasme à cette formation, donc beaucoup de questions du côté de Manchester City, peut-être encore davantage du côté de Gladbach qui à la fois s'est sorti du groupe de la mort et porté par deux des personnes que j'admire, que j'aime le plus dans le monde footballistique, à savoir Marco Rose et René Maric, qui a passé un 10-0 cumulé au Shakhtar, qui est la deuxième meilleure attaque des phases de groupe de la Ligue des Champions, en tout cas à égalité avec le Barça derrière le Bayern, et qui pourtant n'a marqué que 8 points sur cette phase de groupe. C'est le total le plus faible des phases de groupe de la Ligue des Champions, qui a bouclé sa campagne par 2 revers consécutifs contre l'Inter et le Real, et qui doit sa qualification en bonne partie à la contre-performance des Interistes contre le Shakhtar à la toute fin. Voilà, dur de saisir ce Gladbach qui est aussi assez peu impressionnant sur la scène nationale, qui a concédé, qui a lâché beaucoup de points suite aux joutes européennes, notamment contre des petits, mais qui a aussi perdu contre Dortmund et contre Leverkusen, donc pas franchement impressionnant contre les gros non plus, en tout cas en Allemagne, qui est un petit peu décroché par rapport au top 4. Vraiment assez difficile de positionner cette équipe, et beaucoup plus de questions à nouveau que de réponses, c'est pour ça qu'elle figure dans cette catégorie. Du coup reste désormais le meilleur, les 3 affrontements qui personnellement m'enthousiasment le plus, et c'est vrai que c'est assez personnel, mais je vais commencer par PSG-Barça. Niveau terrain, ça c'est pas sûr, on verra, mais on a 2 cadors extrêmement décevants en ce moment.
D'un côté, le PSG, on va pas revenir extensivement sur la situation parce qu'on l'a pas mal abordé ces derniers temps, mais un PSG, disons, que j'ai rarement connu aussi fragile, aussi fébrile, à bout de souffle, nerveux, que ce soit la situation de Tourelle, ses déclarations, que ce soit une production extrêmement inconstante, à l'image de ce qu'on a vu ce week-end contre l'OL. Bon, ce PSG est au plus bas, ou presque. Et de l'autre côté, le Barça qui carrément au fond du trou, 8ème de Liga, s'écroulant totalement au Camp Nou mardi dernier dans un scénario qui rappelle les scénarios des dernières saisons, s'écroulant contre la Juve pour perdre la première place du groupe, un Barça qui cette saison a perdu contre le Real, a perdu contre l'Atlético. Qu'est-ce que tout ça peut donner ? Mais le truc c'est que dans 2 mois la situation pourrait être très différente. Ça reste un duel entre 2 équipes qui sont des prétendants majeurs à la victoire finale en Ligue des Champions, qui seraient déçus de tout autre résultat vraisemblablement. Ça reste un duel qui rappelle un des affrontements les plus épiques, les plus extraordinaires de l'histoire de cette compétition. Ça reste le retour de Neymar au Camp Nou, et puis ça reste la seule équipe française présente à ce stade de la compétition, forcément ça joue. D'ailleurs à ce titre, une petite pensée pour le LOSC aussi qui a tiré l'Ajax, on va pas en parler aujourd'hui, et on en reparlera un autre moment, mais important de le signaler, le LOSC qui a fait un beau parcours, dont on a un peu évoqué les chances de réussite en Europa League il y a quelques semaines, et qui en plus a tiré l'Ajax, un cousin idéologique du Barça, le clin d'œil méritait d'être signalé. Mais voilà en gros pour ce Barcelone-Paris. J'ai du mal à être trop rabat-joie, alors je comprends le manque d'enthousiasme qu'on peut ressentir au niveau de la projection sur la potentielle production terrain. C'est vrai que ces 2 équipes dont les niveaux de jeu actuels sont pas ultra rassurants, mais je réussis à mettre cet aspect au moins en partie au second plan, pas entièrement, mais au moins en partie, parce que l'intérêt narratif reste et demeure tout de même assez fort. Voilà, je suis pas à ce point-là rabat-joie. Donc voilà pour PSG-Barça. Ensuite, j'ai mis Atalanta-Real. Alors l'Atalanta qui, pour le coup, est peut-être un petit peu moins séduisante que l'année dernière. Ça avait commencé très fort, et puis ensuite, il y a eu ce revers, cette gifle énorme reçue à domicile contre Liverpool 0-5, qui a peut-être poussé Gasperini à lui aussi mettre de l'eau dans son vin, repartir sur des bases un petit peu moins spectaculaires, offensives. Ça s'est traduit par une colère marquée, celle de Papou Gomez, qui pourrait quitter le club dès cet hiver. Alors je ne sais pas à quel point tous ces événements sont liés. Lui-même a dit qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire pour l'instant. Mais si Gomez devait quitter l'Atalanta en janvier, ce serait un vrai coup dur, notamment pour l'intérêt de cette confrontation. L'Atalanta reposait quand même pas mal sur sa structure collective et sa capacité à se désorganiser, à créer du chaos un peu de partout sur le terrain, mais ça reposait pas mal sur le fait d'avoir un numéro 10 qui était sans doute le seul joueur d'exception, le seul joueur vraiment un cran au-dessus de tous les autres dans cette équipe, même s'il y a beaucoup d'autres bons joueurs qui ont brillé, mais c'est le seul qui peut-être aurait une place de choix dans plusieurs autres clubs européens. Ça nuance un petit peu, ça ternit un peu l'intérêt, mais en même temps, on a vu cet Atalanta bien réagir et aller battre Liverpool à Anfield 0-2, à un moment où la confrontation portait encore pas mal d'intérêt pour Liverpool, ils n'étaient pas qualifiés, c'était la 4ème journée de Ligue des Champions. On les a vus battre l'Ajax à Amsterdam pour se qualifier pour les 8ème de finale, un nul leur suffisait, mais ils ont arraché la victoire dans les 10-15 dernières minutes. Donc bon, cet Atalanta porte encore pas mal de promesses, notamment celle de rencontres relativement spectaculaires, et puis de l'autre côté, on a un Real qui est toujours aussi insolent, qui est toujours aussi performant dos au mur, qui a réussi à totalement renverser sa situation en l'espace de 10 jours, en battant consécutivement Séville, l'Atlético Madrid et entre-temps Gladbach en Ligue des Champions pour se qualifier pour les 8ème. Ça reste une équipe passionnante qui dans 2 mois pourrait être à son apogée, toujours aussi motivée, qui a pas mal de choses à se prouver aussi. Cet affrontement fait aussi penser il y a 2 ans Ajax-Real Madrid. Plein de choses intéressantes. Je trouve aussi que pour un club comme l'Atalanta, qui est en train de vivre son apogée historique, c'est pas exagéré de dire ça. Pour un club comme l'Atalanta, pour la ville de Bergame, le fait de lancer 2021 en recevant le Real Madrid, je trouve que c'est quand même un beau symbole aussi, et pour plein de raisons, ça reste une belle rencontre. Et donc pour boucler cette vidéo, mon affiche coup de cœur, vous l'aurez deviné, c'est Liverpool-Leipzig. Alors, je dirais que Liverpool et Leipzig, c'est 2 équipes qui sont emblématiques de la modernité footballistique, à la fois sur le terrain, où un duel Klopp-Nagelsmann, c'est toujours la promesse d'un duel placé sous le signe de l'intensité. C'était déjà vrai en 2017, on avait eu un tour préliminaire de Ligue des Champions Liverpool-Offenheim qui avait été très rythmé, spectaculaire, riche en buts, passionnant à tout point de vue. Donc il y a cette dimension-là, et c'est la dimension première. Il y a aussi le fait que ces clubs sont emblématiques de la modernité footballistique parce que leurs entités directrices, que ce soit le Fenway Sports Group pour Liverpool ou que ce soit le groupe Red Bull pour Leipzig,
Bah, on peut en penser ce qu'on veut, et je dis ça sans jugement de valeur, mais par leur prise de décision orientée donnée, par leur manière de concevoir la prise de décision sportive, bah, c'est deux clubs qui sont en train de définir le blueprint, le schéma directeur, la tendance pour réussir dans le sport et dans le football en 2020. Ça me semble difficile à nier. Ces deux clubs qui se sont jamais joués aussi, forcément ça ajoute du piquant, mais qui se connaissent bien. Bien sûr, Naby Keita a rejoint Liverpool en provenance de Leipzig en 2018, Minamino en provenance de Salzbourg en janvier dernier. Je sais aussi que le staff de Liverpool, au moment de changer de centre d'entraînement, parce que vous le savez peut-être, mais Liverpool a quitté Melwood il y a quelques mois pour son nouveau centre, le staff était allé visiter les installations Red Bull. Il y a une proximité entre ces deux clubs que je trouve assez intéressante, et puis c'est surtout la promesse d'un spectacle sur le terrain. La cerise sur le gâteau en plus, c'est que Thiago Alcantara, qui avait raté les 6 matchs de phase de groupe, sera de retour, sera vraisemblablement de retour pour l'affrontement. Donc tout ça fait que c'est pour moi l'affiche numéro 1 de ces 8e de finale de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire la vôtre, je serais très curieux de la connaître, et surtout je serais très curieux de connaître votre raisonnement derrière. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées, donc vraiment allez-y. De manière générale, surtout, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura un peu intéressé. Alors si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et de notre côté, on se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.